Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Nunatak, le Temple de glace, un jeu qu'on avait découvert au Gen Con. C'est un jeu qui a été édité par Cosmos en 2023 et qui vient d'être traduit en français en 2024 par Yellow. Il est distribué ici au Canada par Hello Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Kane Klenko, un auteur que j'apprécie particulièrement, qui d'habitude fait des jeux en temps réel, mais celui-là n'en est pas un. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, il y a donc un mode solo, et les parties vont durer entre 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points, donc les joueurs vont fabriquer ensemble un temple de glace en 3 dimensions, là, comme vous pouvez voir en arrière de moi, avec des espèces de gros blocs de glace. Donc le positionnement des blocs va nous permettre de marquer des points, et on va aussi drafter des cartes qui nous permettent de faire ces placements-là, et on va faire des collections de cartes qui vont scorer des points de manière différente aussi à la fin de la partie. On a aussi une petite dose de majorité, donc la façon où on va positionner nos blocs aussi pour marquer des points. On va essayer d'être majoritaire dans des carrés pour pouvoir tranquillement construire les différents étages du temple. Alors, Nunatak, le temple de glace, je vous montre comment je joue. Je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2024. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va assembler les 4 morceaux qui font le contour du plateau et chaque joueur va s'asseoir devant un des 4 côtés pour qu'il y ait sa propre piste ingénierie. On va ensuite séparer les tuiles dalles par niveau. Donc on a les tuiles niveau 4, niveau 3, niveau 2 et les tuiles niveau 1 seront placées de façon aléatoire pour former le rez-de-chaussée du temple. On va ensuite empiler les tuiles dalles niveau 3 par-dessus les niveaux 4 et on va placer les niveaux 2 sur le dessus pour former la pioche de tuiles dalles pour la partie. Et on va placer le sommet du temple à côté du plateau. On va ensuite séparer les cartes construction par niveau 1, 2, 3 et 4. Et même principe que les tuiles dalles, on va empiler les cartes niveau 3 sur les niveaux 4, les niveaux 2 sur les niveaux 3 et les niveaux 1 sur les niveaux 2 de façon à former notre pioche de cartes construction pour la partie. On va ensuite révéler les 4 premières cartes construction face visible sur la table et ces 4 cartes vont former ce qu'on appelle le cortège qui va représenter le marché de cartes que les joueurs vont pouvoir choisir à leur tour de jeu. On va ensuite former une pioche avec les cartes faveurs et on va révéler les 2 premières cartes faveurs face visible sur la table. Les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir leurs 18 blocs de glace à leur couleur ainsi qu'un cube et un disque à leur couleur. On peut aussi donner aux joueurs une carte aide de jeu qui est recto-verso. D'un côté, on a les façons de scorer des points à la fin de la partie et on va avoir de l'autre côté les étapes qu'on peut exécuter à notre tour de jeu. Les joueurs vont placer leur cube sur la case 0 de leur piste d'ingénierie qui est devant eux et vont aller placer leur disque de couleur sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. On va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le joueur qui a les mains les plus froides qui va recevoir le jeton premier joueur. Une partie de Nunatak, le temple de glace, joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va aller choisir une des 4 cartes disponibles dans le cortège et il va aller la placer dans sa zone de jeu personnelle. Les cartes qu'on va accumuler dans notre zone de jeu personnelle vont nous rapporter des points à la fin de la partie dans le décompte final des points selon les conditions de scoring de chaque couleur de carte. De plus, on va aller placer un de nos blocs de glace de notre couleur sur une tuile dalle qui correspond à la même couleur que la carte qu'on vient de choisir. En plaçant des cubes de glace dans le temple, on va aussi marquer des points selon différentes contraintes au fur et à mesure que la construction va avancer des différents étages du temple. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait construit les 4 étages du temple. Et à ce moment-là, on va déclencher la fin de la partie. On va passer au décompte final des points. Et le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 6 phases. La première phase est de prendre une carte construction parmi les 4 qui sont disponibles dans le cortège.
Le joueur peut prendre n'importe quelle des cartes disponibles tant qu'il y a au moins un symbole de la même couleur que la carte qu'il veut prendre qui est disponible sur le plateau, puisqu'il devra par la suite aller placer un bloc de glace sur une tuile dalle de la même couleur que la carte qu'il va sélectionner. Si jamais dans une rare situation, aucune des cartes du cortège n'a des tuiles dalles disponibles présentement sur le plateau, à ce moment-là, on va prendre les cartes disponibles et on va les remettre dans la pioche et on va les remélanger pour remplacer 4 nouvelles cartes et on va procéder ainsi jusqu'à temps qu'il y ait au moins une carte qui a un symbole de disponible sur le plateau. Donc le joueur pourrait décider de prendre ici le sculpteur de glace et il va placer la carte dans sa zone de jeu. Il peut prendre cette carte puisqu'il y a au moins un symbole de disponible sur une des tuiles dalles du plateau principal de la même couleur que cette carte. Les cartes que les joueurs vont collectionner dans leur zone de jeu personnelle vont leur apporter des points de victoire selon les contraintes de chacune des couleurs qui sont décrites de l'autre côté de l'aide de jeu. Donc chaque couleur va scorer des points de façon différente à la fin de la partie. Si la carte que le joueur a sélectionnée était une carte rouge, donc les cartes ancêtres, en plus de placer la carte dans notre zone de jeu, on va aller se choisir une des 2 cartes faveurs visibles sur la table et on va aussi la placer dans notre zone de jeu. Ces cartes peuvent avoir des effets immédiats, des effets qu'on peut utiliser une fois ou bien des effets de fin de partie selon les symboles qui sont indiqués dans le bas de la carte. La deuxième phase est de placer un bloc de glace et on devra le placer sur une tuile dalle du plateau principal qui est disponible et qui est de la même couleur que la carte qu'on vient de sélectionner. Dans le cas de notre carte de sculpteur de glace, je pourrais placer mon bloc de glace sur les emplacements qui ont le même symbole du sculpteur de glace. Donc je peux le placer dans un des 4 emplacements qui est disponible présentement sur le plateau principal. Pour ce faire, on va simplement placer un bloc de glace de notre couleur et on va aller le placer sur le symbole qui correspond à la couleur de notre carte. Si la carte qu'on avait sélectionnée était une carte de main-d'œuvre, donc les cartes mauves, on peut aussi décider de faire le pouvoir de la main-d'œuvre avant de placer notre cube de glace. Les cartes main-d'œuvre vont nous permettre de changer la position d'une tuile dalle qui a le symbole de la main-d'œuvre, donc une tuile mauve, et on va pouvoir la déplacer avec n'importe quelle tuile qui n'est pas encore occupée par un bloc de glace. Donc je pourrais la changer de place avec celle-ci. Et on va aller ensuite placer notre bloc de glace sur la tuile qu'on vient de déplacer, ce qui nous permettrait de repositionner nos blocs de glace pour le placer à un endroit qui nous plaît. Le pouvoir des cartes main-d'œuvre est optionnel. Le joueur n'est pas obligé de faire le déplacement de tuiles. Il peut simplement aller placer son bloc de glace sur une tuile qui est du même symbole, donc une tuile mauve. Les 3 prochaines phases sont des phases de scoring immédiates qui vont se déclencher selon la position du cube de glace qu'on vient de placer sur le temple. La 3e phase est de scorer les blocs de renfort. C'est une étape qui va seulement se faire lorsqu'on va commencer les étages supérieurs du temple. Donc c'est une étape qui ne score pas au rez-de-chaussée. Par exemple, si mon joueur orange place un bloc sur cet emplacement ici qui est au 2e étage, on va regarder les blocs qui soutiennent la tuile dalle où il vient de placer son bloc de glace et il va marquer un point de victoire par bloc de sa couleur qui est en renfort. Donc ici, il a 2 blocs orange en renfort. Il marquerait donc immédiatement 2 points de victoire. Il avancerait donc de 2 sur la piste de score. Dans la 4e phase, on va vérifier le scoring des lignes et des rangées complétées. Donc les rangées qui sont horizontales ou verticales, les diagonales ne comptent pas. Donc par exemple, si le joueur orange avait placé son cube à cet endroit-là à son tour de jeu, on voit qu'il vient de compléter une rangée horizontale. Donc à ce moment-là, il va pouvoir scorer cette rangée et ce que ça donne comme scoring, c'est que ça nous fait avancer de 1 sur notre piste d'ingénierie. Si jamais le joueur, en plaçant son cube de glace, réussit à compléter une rangée ainsi qu'une colonne, à ce moment-là, il va avancer de 2 sur sa piste d'ingénierie. La seule exception, c'est qu'on n'appliquera pas cette règle quand on sera rendu au 4e étage du temple. Donc, on ne pourra pas compléter de lignes ou de colonnes rendues au 4e étage où il y aura seulement 4 tuiles au total. Et dans la 5e phase, on va vérifier si on a formé un carré avec des cubes de glace pour pouvoir scorer les majorités dans ce carré et ainsi placer une nouvelle tuile dalle. Par exemple, si le joueur orange place son cube de glace à cet endroit-là, on voit qu'on vient de compléter un carré. Donc à ce moment-là, on va appliquer le scoring de ce carré. On va regarder le joueur qui est majoritaire. Ce joueur va marquer 5 points de victoire. Et le joueur qui est en 2e position, lui, va marquer 2 points de victoire. En cas d'égalité, c'est le joueur actif qui va trancher l'égalité. Donc ici, le joueur vert a 2 cubes et le joueur orange a aussi 2 cubes. C'est donc une égalité. Mais le joueur actif étant le joueur orange, il va donc briser l'égalité et marquer 5 points de victoire.
Le joueur vert est en deuxième position. Lui, il va marquer 2 points de victoire. Ensuite, on va prendre la première tuile dalle de la pioche et on va la placer pour former un étage supérieur sur ce carré de blocs de glace. Il est possible qu'en plaçant un cube de glace, on termine plusieurs carrés en même temps. À ce moment-là, on va appliquer les effets des scorings des carrés un à la fois. Donc, si par exemple le joueur bleu vient placer un bloc à cet endroit-là, on voit qu'on finit le carré qui est ici et on finit le carré qui est là. Donc, on a 2 carrés à compléter. Commençons par le premier carré qui est ici. Donc, le joueur bleu est majoritaire. Il a 2 cubes alors que le joueur vert en a 1 et le joueur orange en a 1. Donc, il va marquer 5 points. Le joueur orange et le joueur vert sont à égalité, mais il n'y a pas le joueur actif dans ces 2 joueurs pour briser l'égalité. À ce moment-là, les 2 joueurs vont marquer 1 point chacun, donc 1 point pour le joueur vert et 1 point pour le joueur orange. Et ensuite, on va aller placer une tuile sur ce carré pour former le prochain étage. On va ensuite scorer le deuxième carré. Donc, notre joueur bleu est encore majoritaire pour 5 points. Et ensuite, les 2 autres joueurs sont à égalité. Donc, 1 point chacun pour les 2 autres joueurs. Et on va compléter en allant placer une tuile dalle pour le deuxième étage. Et la 6e phase est la phase de fin de tour. Donc, on va piocher une carte de la pioche de carte construction et on va la placer dans le cortège pour qu'il y ait 4 cartes pour le tour du prochain joueur. Si jamais on a pris une carte faveur, on va aussi en révéler pour qu'il y en ait 2 faces visibles sur la table. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'on complète le temple de glace, c'est-à-dire que la pioche de carte construction soit épuisée. Donc, le dernier joueur va placer le dernier cube sur le temple, ce qui va compléter l'étage final. On va quand même appliquer les scorings habituels. Donc ici, il gagnerait 1 point pour le renfort de son cube de glace qui est en dessous de cette tuile. Par contre, on ne scorera pas de bonus pour les lignes et les colonnes complétées sur le dernier étage. Et on va quand même compléter le scoring du dernier carré. Donc ici, le joueur vert va marquer 5 points et les 2 autres joueurs vont marquer 1 point. Lorsque le temple est complété, cela va déclencher la fin de la partie. On devra premièrement aller placer le top de la pyramide. Donc, on va regarder le joueur qui a le plus de cubes de glace sur les bords de la pyramide, sur chacun des étages. Donc, on va compter les blocs de chaque couleur sur les bords de chacun des étages. Et le joueur qui a le plus de cubes de glace sur les bords va pouvoir placer le top de la pyramide sur le dessus, ce qui va représenter le 5e étage. Et le joueur qui va le placer va marquer 7 points de victoire. Dans notre cas, c'est le joueur vert qui a le plus de cubes de glace sur les bords. Si jamais on avait une égalité entre plusieurs joueurs, à ce moment-là, on va regarder seulement le premier étage. Si l'égalité n'est pas brisée, on va regarder le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Si jamais on avait une égalité parfaite, à ce moment-là, personne ne va scorer de points pour le top du temple. Juste avant le décompte final des points, les joueurs vont pouvoir activer les effets de scoring de fin de partie des cartes faveurs qu'ils ont ramassées. Certaines cartes vont donner des pouvoirs qui vont s'exécuter avant le scoring, comme par exemple celle-ci. Je vais pouvoir transformer une de mes cartes et la placer dans une colonne d'une autre couleur pour le scoring, alors que certaines cartes vont augmenter le scoring de certaines couleurs de cartes avec des tableaux augmentés. Pendant la partie ou le décompte final des points, si jamais les joueurs dépassent la piste de score du plateau principal, ils vont pouvoir se prendre un jeton 100 points et s'ils le dépassent une deuxième fois, le tourner de l'autre côté du 200 points. Premièrement, on va regarder si on a des cartes faveurs qui n'ont pas été utilisées pendant la partie. Donc, chaque carte faveur inutilisée va nous donner 2 points. Ensuite, on va marquer des points selon la contrainte de scoring de chaque couleur de carte, selon les cartes qu'on a ramassées dans notre tableau personnel. Pour les cartes mauves, le joueur qui a le plus de cartes mauves va marquer 20 points et tous les autres joueurs vont marquer 2 points par carte mauve. Donc, disons que ce n'est pas moi qui ai le plus de cartes mauves, j'en ai seulement 3. Donc, à ce moment-là, ça me donne 2 points par carte. Donc, j'ai 3 cartes mauves pour 6 points. Pour les cartes bleues, on va se référer au tableau ici qui est sur la carte d'aide de jeu. Donc, j'ai 2 cartes bleues. Ça va me donner un total de 7 points. Pour les cartes vertes, on a 3 symboles d'outils sur les cartes vertes. On a les pioches, les cordes et les pics à glace. Donc, chaque ensemble d'un des 3 symboles, donc 3 symboles différents, va me donner 10 points. Donc, j'ai 2 ensembles ici. Donc, ça fait 20 points.
Et ensuite, on va regarder pour chaque type d'outil le nombre qu'on a de chaque outil et on va faire des points selon ce qui est inscrit dans le tableau. Donc, si j'ai 2 pioches, j'ai 2 pics à glace et j'ai 2 cordes, donc 2 outils identiques va donner 3 points. Donc, j'ai 2 cordes pour 3 points, 2 pics à glace pour 3 points et 2 pics pour 3 points. Donc, ça me fait 9 points pour mes ensembles identiques et j'ai mes 20 points pour mes ensembles différents. J'ai donc un total de 29 points pour mes cartes vertes. Les cartes brunes, on va compter le nombre de symboles au total qu'on a sur toutes nos cartes brunes et on va multiplier par le nombre de cartes brunes qu'on a ramassées. Donc si j'ai 2 symboles fois une carte, ce qui me fait 2 points. Ensuite, on a les cartes jaunes. On va compter le nombre de cartes jaunes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et on va multiplier ce nombre de cartes par la valeur de notre piste d'ingénierie. Donc, j'ai 6 sur ma piste d'ingénierie. 6 fois 5, ce qui me donne 30 points pour mes cartes jaunes. Et pour mes cartes rouges, chaque carte rouge va nous donner 1 point par carte de 2 couleurs qui se trouvent dans notre tableau. Donc ici, ma première carte rouge me donne 1 point par carte rouge, donc j'en ai 3 pour 3 points. Et 1 point par carte verte, j'en ai 6, donc 6 points. Ma deuxième carte rouge me donne 1 point par carte jaune, j'ai 5 cartes jaunes pour 5 points. Et par carte brune, j'en ai seulement une. Et ma dernière carte rouge me donne 1 point par carte brune, donc 1 point. Et 1 point par carte rouge, donc 3 points. Et finalement, on va marquer 10 points par ensemble de une carte des 6 couleurs. Donc, j'ai seulement un ensemble parce que j'ai une seule carte brune. Donc, je vais marquer 10 points pour mes ensembles. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de blocs sur les bords du temple qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Nunatak, le temple de glace. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Nunatak, le temple de glace? Premièrement, je trouve que c'est une belle production, autant au niveau du matériel que des illustrations. J'adore la composante des espèces de gros blocs de glace en plastique. J'aime le choix des couleurs aussi, mais aussi c'est des trucs qui sont le fun à manipuler. Puis on voit que le temple se construit au fur et à mesure que la partie avance. Donc, faut pas se le cacher. Je pense que c'est un jeu qui a une très belle présence sur table à la fin quand on a tout le temple en 3 dimensions devant nous. J'aime beaucoup l'édition des règles, donc vraiment bien faite. Les petits livres de règles bien construits, bien facile de retrouver des informations aussi à l'intérieur. J'aime l'aide de jeu, donc il est très complet. On pourrait quasiment prendre l'aide de jeu, le lire, puis commencer à jouer. On aurait à peu près toutes les règles sur l'aide de jeu. Fait qu'on a les différentes phases qu'on peut faire dans notre tour de jeu qu'on doit traverser. Puis on va avoir, dans le fond, l'autre côté, le scoring, la façon dont les couleurs de cartes vont scorer des points. Une façon de scoring qui est quand même très efficace, qui me rappelle beaucoup Nidavellir. Donc, c'est le même style de collection d'ensemble que Nidavellir. Vous allez pouvoir faire des parallèles entre les deux. Donc, les cartes jaunes, c'est comme... les cartes brunes, je veux dire, c'est un peu comme les cartes orange à Nidavellir. Puis les cartes bleues, c'est comme les cartes bleues à Nidavellir. Fait qu'il y a vraiment quand même beaucoup de parallèles entre les deux systèmes de scoring. Mais c'est un système qui est efficace, justement. Puis on va essayer de se spécialiser dans certaines couleurs. Mais ça va justement mettre une tension entre les joueurs pour le draft, parce que si je laisse un joueur ramasser toutes les cartes brunes, ben là, à un moment donné, chaque carte brune qu'il va prendre va valoir 10-12 points parce qu'il y en a beaucoup, il a ramassé beaucoup de symboles. Fait qu'il faut faire attention, puis essayer justement des fois de couper l'herbe sous le pied à nos adversaires, puis de ne pas les laisser accumuler trop de cartes de la même couleur, parce que c'est des scorings qui sont un peu exponentiels. Plus on en a, ben là, plus ça fait boule de neige vers la fin. Fait qu'il faut essayer de se diversifier quand même un peu, puis la diversification est quand même payante, parce que chaque ensemble qu'on va faire des 6 couleurs, ça vaut quand même 10 points. Fait que oui, je fais moins de points peut-être dans chaque couleur, mais je vais quand même rattraper un petit peu avec les différents ensembles. Fait que faut vraiment regarder ce que les autres font puis pas les laisser filer là, dans une couleur. Fait que ça, c'est le fun. Ça rajoute une interaction qui est intéressante avec le draft. Il y a aussi de l'interaction parce qu'on construit le temple de façon collective. Donc, les emplacements dans le temple sont importants. Des fois, on va se positionner justement pour avoir 3 ou 4 de nos blocs qui sont à un endroit. Puis là, quand le deuxième étage arrive, on veut se mettre sur le dessus pour justement bénéficier des points de bonus de renfort. Mais là, si les autres joueurs le voient, ben, peut-être qu'ils vont essayer d'aller prendre cet emplacement-là qui est peut-être pas payant pour eux autres, mais ils nous enlèvent quand même des points. Fait qu'il y a quand même une bonne interaction au niveau du placement des blocs puis au niveau des cartes qu'on va drafter pour nos collections d'ensemble. Fait que ça, vraiment très sympathique à l'intérieur du jeu.
C'est un jeu qui est assez simple, il n'y a pas beaucoup de règles. C'est un jeu aussi qui est très instinctif. Donc l'iconographie, les symboles du jeu sur les différents types de couleurs, les emplacements sur le plateau, sur les tuiles, sur les cartes. Donc on s'y retrouve facilement, même si on est aussi daltonien. Mais chaque symbole a un dessin qui est assez gros aussi sur les cartes et sur le plateau. Fait qu'on reconnaît facilement les emplacements qu'on a le droit de placer notre cube si je prends tel type de carte, et etc. C'est un jeu qui a aussi un bon tempo parce que nos tours de jeu sont rapides. On choisit une carte, on place un bloc. En plaçant notre bloc, peut-être qu'on déclenche des effets de scoring. Sinon, ben, notre tour est fini, on remplace la carte qu'on a prise et on passe à l'autre joueur. Fait que c'est un jeu qui roule quand même bien. C'est un jeu qui va se jouer là, en dedans d'une heure. On va avoir fini une partie, là, même si on est au maximum de joueurs. Fait que c'est un jeu qui a un excellent tempo et qui se joue quand même très bien. C'est un jeu qui a aussi un mode solo. Le mode solo, vous allez par contre devoir contrôler deux factions un peu neutres. Fait que ça va devenir un puzzle un peu différent, mais c'est quand même présent là, si vous voulez essayer d'y jouer en solitaire. Pour les côtés négatifs, la qualité des cartes est un peu faible, donc c'est peut-être un jeu qui serait important peut-être de sleever pour pas trop maganer ses cartes. Sinon, il y a quand même des beaux dessins sur les cartes, mais il y a des dessins qui sont des doublons, fait que j'aurais aimé ça qu'on varie un petit peu plus le nombre d'illustrations différentes sur les cartes parce qu'elles sont justement très jolies. C'est un jeu aussi qui est facile d'oublier des petites étapes parce qu'on veut jouer comme rapidement, parce que là, on prend notre carte, on place notre bloc. Puis là, c'est facile d'oublier. Ah oui, j'ai fait une colonne. Fait que là, j'aurais dû avancer sur ma piste d'ingénierie. Des fois, on s'en rend compte un tour ou deux plus tard. Ah oui, c'est vrai, moi, j'avais fini cette colonne-là. Ou on finit un carré, on n'avait pas remarqué qu'on avait fini un carré. Fait que là, il faut scorer la majorité. Il faut rajouter une tuile pour un autre étage. Fait que des fois, quand on veut aller trop vite, c'est facile d'oublier des petites étapes de scoring immédiate, là, justement, avec les cubes. Compléter des rangées, compléter des carrés, les renforts aussi quand on est à un étage supérieur. Donc, des petits détails qu'il faut faire attention quand on va trop vite. Sinon, les disques de scoring aussi sur la piste de scoring, c'est quand même un peu glissant ces genres de disques-là. Fait qu'ils peuvent se déplacer facilement, je trouve. Si on a les empilés, c'est encore pire. Fait que c'est pas nécessairement la façon la plus efficace pour une piste de scoring. Et sinon, je trouve que son plus gros défaut, c'est un jeu qui scale mal sur le nombre de joueurs qui est différent. Pour moi, c'est un jeu qui est bon à 3 joueurs, en fait, qui est à son meilleur à 3 joueurs. Parce qu'à 3 joueurs, s'il n'y a pas de variante, il n'y a pas de règles spéciales, tout le monde a ses 18 cubes de glace, on va tous jouer le même nombre de tours, on va tous placer nos cubes, le temps va être terminé. Fait qu'à 3, je trouve que c'est vraiment la configuration parfaite pour ce jeu-là. Si on joue à 2, on va devoir avoir un troisième joueur nerd, donc on va avoir des blocs d'une couleur nerd, fait que quand on va jouer, on va pouvoir soit placer nos cubes ou placer la couleur nerd, qui elle fait pas de points, mais il faut quand même qu'on place ces cubes-là pour éventuellement avoir assez de cubes pour faire le temps. Fait que gérer une couleur neutre, je trouve ça un peu emmerdant puis embêtant. Si on joue à 4, c'est encore plus bizarre la variante. On va avoir moins de cubes, donc on va ramasser moins de cartes aussi, fait que c'est un peu moins intéressant à 4. Puis on va avoir une variante pour les 2 derniers tours de jeu pour que ça arrive justement au bon nombre de cubes. On va avoir comme des cartes qui vont avoir une condition spéciale, puis le joueur qui a réussi plus sa condition spéciale-là, ben c'est lui qui va pouvoir jouer un tour supplémentaire à la fin. Fait que là, c'est un peu weird de ne pas jouer le même nombre de tours dans ce style de jeu-là. Fait que la variante à 4, je suis moins fan. La variante à 2 aussi. Puis la variante solo est un peu comme la variante à 2 au final. Fait que tu vas avoir ta couleur et tu vas avoir 2 couleurs neutres à gérer. Fait que c'est quand même différent comme style de jeu. Fait que pour moi, on dirait que c'est un jeu que je veux jouer quand je vais être 3 puis que les autres comptes de joueurs ne m'intéressent pas. Fait que ça limite un petit peu. Je trouve que ces variantes-là dénaturent un petit peu le jeu puis ça le rend un petit peu moins le fun. Somme toute, une attaque le temple de glace, je vais lui donner une note de B. J'ai trouvé que c'était un bon petit jeu d'initiation qui est le fun, qui est simple, qui se prend bien en main, qui a des décisions le fun au niveau du placement de tes cubes de glace, comment te positionner pour justement tirer un maximum de points de ton positionnement, mais aussi de faire des bons choix de collection d'ensemble. Donc, quelle carte je veux prendre, quelle carte je vais enlever à mes adversaires. Fait que c'est un jeu qui a quand même des belles interactions indirectes au niveau du plateau, au niveau des cartes aussi qu'on va choisir dans le draft. Fait que pas trop de mécaniques complexes, mais des choix qui restent intéressants pour les joueurs. Un système de scoring qui est efficace aussi avec chaque couleur qui va scorer de façon différente. Fait qu'on peut tenter de se spécialiser. On peut aussi être récompensé par des collections de différentes couleurs qui vont donner des points bonus. On a aussi les petites cartes faveurs qui peuvent donner des petits avantages ou des petits pouvoirs qu'on peut utiliser de temps en temps. Fait que bref, un beau petit jeu que j'ai trouvé sympathique. Nunatak, le temple de glace. Ça devrait être disponible dans vos boutiques favorites. Il est même arrivé en français ici au Québec. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi. Et ce mois-ci, vous pourriez gagner une copie d'une chaude nouveauté qui est le Duel pour la Terre du Milieu. Un excellent jeu pour 2 joueurs. Donc, la question du jour est la suivante. Quel jeu trouvez-vous à la plus belle présence sur table? Donc, vous pouvez nous laisser la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous faire des petits dons mensuels. Ça va vous donner accès à notre serveur Discord et aussi à des événements VIP. On fait justement une grosse journée de jeu à la fin novembre pour remercier tous les gens qui nous supportent sur Patreon. Donc, et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.